get me, motherfucker. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur le film Halloween Ends qui vient de sortir en salle. Et si vous avez suivi un peu l'activité de la chaîne, vous savez que Halloween c'est une saga qui a compté pour moi, qui compte encore, hein. C'est pour ça que j'avais quelques attentes sur ce dernier volet de la trilogie entamée par David Gordon Green en 2018. Et pour le coup, j'avais plutôt été de ceux qui défendaient Halloween Kills l'année dernière quand il est sorti. Pour la bonne et simple raison que je pensais à ce moment-là que c'était un épisode filaire, un épisode de transition donc qui pouvait s'autoriser un côté récréatif et un peu régressif, chose qu'il était tout à fait puisque c'était un film qui avait tendance à aller vers les côtés les plus bis de la saga Halloween, en rendant, j'avais l'impression en tout cas, un hommage assez appuyé même à certains pans de la saga qui n'étaient pas forcément les plus glorieux, mais il avait le mérite d'essayer de les remettre un petit peu au goût du jour, tout en poursuivant cette iconisation de Michael Myers qu'il avait entamé avec l'épisode de 2018, qui lui était, je trouvais, un bon film pour le coup, à la fois horrifique, enfin voilà, les effets fonctionnaient plutôt très bien, et puis à la fois voilà, sur la mythologie, enfin vraiment une étude sur la mythologie Halloween, mythologie entre guillemets, mais voilà, il avait tendance en tout cas à iconiser le personnage de Michael Myers, et on avait l'impression, avec la promotion de ce troisième film de David Gordon Green, que le film, enfin que Halloween Ends allait poursuivre dans cette direction d'iconisation et de mystification un peu du personnage de Myers, puisqu'il était un peu au cœur de la promo, sur les affiches, sur les bandes annonces, enfin, voilà, tout ça a été assez évident. Et non, en fait, le film part dans d'autres directions qui m'ont pas forcément convaincu, voire pas du tout, et qui font du coup, rétrospectivement, qui font de la trilogie de David Gordon Green un énorme gâchis à mes yeux, puisque tout à coup, cet épisode emporte avec lui ce que j'avais pu apprécier dans Halloween Kills, en tant qu'épisode que je pensais transitoire. Finalement, en fait, il est devenu finalement la direction qu'a prise David Gordon Green, essentiellement vers le côté nanar, et ça me gêne un petit peu. Donc pour en parler, je vais d'abord en parler de manière un peu générale, sans spoiler, et après je ferai une deuxième partie qui sera certainement beaucoup plus conséquente avec beaucoup plus de spoilers. Je vous avertirai, mais voilà, c'est un film qui en tout cas ne m'a pas du tout convaincu, qui est vraiment très bizarre à regarder et à apprécier, parce que on sent les intentions derrière, on sent que David Gordon Green essaye des choses, essaye de parler de quelque chose. Il le fait pas forcément avec beaucoup de finesse, mais en tout cas il le fait surtout avec un manque flagrant de finition, et ça c'est très très regrettable. Donc l'introduction du film commence un an après les événements de Halloween 2018 et de Halloween Kills. Ça se passe la nuit d'Halloween, un babysitter, un jeune garçon préadulte, garde un enfant de 7-8 ans, et se passe une tragédie qui fait que ce jeune garçon devient un peu la risée et est mis au banc de la petite société d'Annonfield, et on le retrouve 3 ans après, en 2022, alors qu'il essaye de se reconstruire. Au même moment, Laurie Strode se reconstruit également de son côté suite à la perte de sa fille à la fin de Halloween Kills, et elle vit avec sa petite fille Allison, avec qui elle a une vie plutôt paisible. On sent qu'elle a essayé de mettre derrière elle toute sa colère et toute sa haine, qui était plus qu'évident dans les 2 derniers volets. Là, elle fête Halloween, voilà. Donc c'est d'ailleurs assez incompréhensible, en sachant les traumatismes qui sont les siens et qui sont associés à la fête d'Halloween, qu'elle décide de faire une soirée costumée,
préparer des citrouilles, enfin tout ça c'est quand même assez aberrant, mais bon ça fait partie de la construction des personnages qui pour moi est complètement aux fraises. Mais voilà, enfin en gros je vais pas en dévoiler plus dans la partie non spoiler, mais en gros voilà, le mal se réinsinue dans la société d'Haddonfield, dans la ville d'Haddonfield, et par des biais clairement que j'avais pas vu venir du tout. La promo là-dessus a été assez intelligente parce que finalement elle ne montrait dans les bandes annonces que je dirais le dernier tiers du film, donc tout ce qui amène à ce dernier tiers, la majorité du film est quasi absente des bandes annonces, et du coup on peut être que surpris. Bon là pour le coup j'ai été surpris à mauvais escient, mais c'est en tout cas une manière de promouvoir un film qui est assez sympa dans la mesure où ça ne révèle pas grand chose. Donc voilà pour le résumé, comment le juger ce film. Ce qui m'avait beaucoup plu dans le premier Halloween de David Gordon Green en 2018, c'était sa façon de s'insérer dans les pas de John Carpenter, d'arriver à faire une image qui soit aussi épurée finalement que l'était celle de Carpenter. Pas autant, mais en tout cas assez élégante, avec un usage du scope qui était assez pertinente. Dans le deuxième, Halloween Kills, il y avait toutes ces scènes de flashback aussi que je trouvais assez bien mises en scène, parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à des séquences coupées en fait du tout premier film. Là, dans ce volet-là, j'ai du mal à comprendre ses choix. J'ai l'impression que en fait il s'est dit voilà, j'ai exploré un peu l'ensemble de la mythologie Halloween, là je vais casser tout et refaire à ma sauce, ce qui fait que du coup il a pas du tout le même usage de sa caméra. C'est beaucoup plus personnel très certainement, mais en tout cas beaucoup plus hors propos, j'ai l'impression, dans la saga, au sein de la saga Halloween. Il y a des choses, ça va des choses les plus triviales aux choses les plus importantes. Par exemple, dès le début du film, le générique se lance sur les fameuses citrouilles, hein, comme d'habitude. J'avais beaucoup aimé dans les deux premiers de Gordon Green le fait qu'il respecte vraiment la typographie, cette espèce de danse avec les citrouilles, enfin voilà, tout ce truc qui sont les codes finalement depuis le premier Halloween de 78. Là, alors il y a les citrouilles, mais il part sur une typographie différente, dans une couleur différente. Alors j'ai tiqué là-dessus parce que tout de suite ça m'a fait penser que ça y est, on avait l'impression que c'était une note d'intention, comme quoi ça y est, il s'affranchissait un petit peu de l'héritage de Carpenter pour partir dans une autre direction. Soit, mais du coup, moi la direction ne m'a pas convaincu par la suite. Et ça va aussi sur des séquences où le rythme est quand même très bizarre, notamment sur l'affrontement entre Laurie et Michael, où le découpage des plans en fait est vraiment pas forcément lisible, pas forcément très percutant, c'est en tout cas très déceptif par rapport à ce qu'on pouvait en attendre d'une telle conclusion, enfin d'un tel dernier round. Et donc voilà, j'ai l'impression que peut-être qu'il a fait quelque chose de plus personnel. Je connais un peu sa filmographie par rapport à des comédies qu'il a pu faire avec Danny McBride ou par rapport à des films plus indé qu'il a pu faire aussi, mais j'ai du mal à voir en quoi ça peut s'insérer déjà dans la saga Halloween, mais aussi au sein de sa filmographie qui est quand même très éclectique, hein, mais j'ai du mal à y percevoir l'homogénéité par rapport à son œuvre en fait, tout simplement. Et donc voilà, la mise en scène, même si la photo est plutôt soignée, que voilà, les séquences de nuit sont plutôt bien éclairées, tout ça, là-dessus il n'y a pas de souci, et qu'on sent quand même qu'on a un réalisateur derrière le cadre, parce que même si je l'ai pas aimé, j'arrive à reconnaître quand même qu'il est un bon cran au-dessus quand même les pires dérives de la saga Halloween, qui peuvent être Halloween Résurrection ou Halloween 6 de 95.
Là au moins on sent qu'il y a un vrai metteur en scène derrière et qu'il y a quelque chose, mais malgré tout on a l'impression que le cinéaste s'est un peu perdu quand même en chemin. En tout cas il s'est un peu pris les pieds dans son propos, et le scénario par rapport à ça est un petit peu foutraque, dans le sens où on nous impose des nouveaux personnages, le personnage de Cory, qui est donc le garçon à l'origine de l'accident initial. Il faut s'attacher à lui, voilà, c'est un personnage qui tombe comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Peut-être qu'il aurait mérité d'être introduit dans les 2 précédents, peut-être, pour qu'on ait un peu plus d'empathie par rapport à lui. Alors je sais pas si c'est un problème d'écriture ou un problème d'interprétation, mais en tout cas le personnage n'est jamais vraiment crédible dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il fait, bon, voilà. Et c'est un peu compliqué d'avoir de l'empathie pour lui, et je pense que le cinéaste aurait aimé qu'on en ait un petit peu, qu'on se projette un petit peu à travers lui, si j'ai bien compris le propos de son film. Malgré tout, non, ça marche jamais. Alors, voilà, il y a des gros problèmes d'écriture aussi sur les personnages, même principaux, que ce soit Allison, qui, on comprend, elle a perdu beaucoup de choses, elle a perdu ses parents, elle a perdu son petit ami aussi, il me semble, de mémoire. Elle vit avec une grand-mère qui pense ses plaies, et du coup c'est un peu compliqué pour elle, on l'imagine, mais pourquoi elle fait ces choix-là dans le film? À aucun moment ça n'est crédible, à aucun moment on se dit bah oui, on comprend finalement que non, ça ne marche jamais, il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait, tout simplement, dans l'écriture, et qui empêche toute adhésion en fait au film, de mon point de vue. Et le pompon revient à Jamie Lee Curtis finalement, parce que là où ça aurait dû être un petit peu sa prestation conclusive et puis en apothéose, finalement on se retrouve avec un personnage qui est aux antipodes de ce qu'elle était dans les précédents volets, à savoir une traumatisée tout simplement, quelqu'un qui avait besoin de régler un compte, et on s'imaginait après la fin de Halloween Kills que justement elle aurait encore plus envie d'aller vers sa colère et puis son désir de revanche. Or, pendant les 3/4 du film, ce désir de revanche, il est un petit peu étouffé par une façade qu'elle donne, en tout cas. Je sais pas si c'est une façade ou est-ce qu'elle va mieux, vraiment, véritablement, peut-être. Mais en tout cas, ça sonne clairement faux par rapport à Laurie Strode qu'on nous avait présentée un petit peu avant. Et c'est vrai que bousculer à ce point-là les règles établies sur un personnage au cours de entre 2 films, c'est quand même assez spectaculaire, et c'est pour moi un vrai problème, parce que pour le coup, si ça avait été son comportement à la toute fin, on aurait vu un flash forward plusieurs années après, en voyant que une fois qu'elle avait réussi sa mission entre guillemets, elle allait mieux, et puis voilà. Pourquoi pas? D'ailleurs, le film, je développerai en partie spoiler, mais le film va un petit peu dans cette voie sur les dernières minutes. Mais le fait que Michael Myers soit dans la nature, que elle le vive plutôt bien, je trouve que c'est un petit peu osé. Alors on comprend, là encore, c'est un problème d'intention et d'exécution, parce que dans l'exécution ça ne fonctionne pas. Après, dans l'intention, pourquoi pas? Le fait que Michael Myers ne soit plus une menace pour Laurie Strode, qu'elle se sente mieux dans sa vie et qu'elle n'ait plus peur tout simplement de lui, fait que lui se détériore de son côté et meurt à petit feu tout simplement. Pourquoi pas? Dans l'idée c'est plutôt bien, finalement ça rappelle un petit peu aussi le fait que le croque-mitaine n'existe que si on en a peur, qui était un peu la mantra de Freddy Krueger, de Pennywise aussi dans ça finalement. Pourquoi pas? Après là, je sais pas, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe en fait au début du 3e épisode, et je trouve ça un petit peu facile en fait de nous justifier en fait un nouveau comportement parce que voilà, je sais pas si c'était très pertinent en tout cas de vouloir évoquer le mal de cette manière, à savoir quand on n'y pense plus, il n'existe plus. Je sais pas, mais bon, en tout cas ça ne m'a pas convaincu.
Et puis voilà. Alors après, sur le déroulement des scènes, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les scènes passent un peu du coq à l'âne d'une séquence à l'autre. En tout cas, les personnages sont à tour amoureux transis. Ensuite, on passe sur une séquence de meurtre. Ensuite, enfin voilà, ça part dans tous les sens. C'est un peu compliqué de suivre. Enfin non, c'est très facile de suivre dans la mesure où il n'y a pas grand chose, mais c'est difficile de s'accrocher pour arriver à avoir un minimum de sympathie pour les personnages. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire. Sur le casting, bah, à part l'acteur qui joue Cory, mais je pense que c'est plus lié à un problème d'écriture. Voilà, chacun fait le job. Jamie Lee Curtis est toujours très bien dans son rôle, même si le rôle part un peu dans tous les sens, elle arrive quand même à imposer un certain charisme et puis une aura voilà, mythique, puisque le film joue aussi là-dessus. Plusieurs fois dans le film, on a des flashbacks du tout premier film jusqu'à aujourd'hui, donc on essaye vraiment de conserver cette mythologie autour du personnage de Laurie Strode. Mais en tout cas, ça fonctionne pas des masses, et heureusement que Jamie Lee Curtis est là, parce que honnêtement, ça aurait été impossible sinon. Je vais passer en partie spoiler pour rentrer un peu plus dans le détail sur certaines séquences qui me paraissaient un petit peu intéressantes à développer. Donc n'hésitez pas à revenir après si vous n'avez pas encore vu le film. Mais en tout cas, c'est parti. Moi, ce qui m'a le plus dérangé finalement dans le film en général, c'est l'absence totale de Michael Myers. Le fait que Michael Myers se retrouve tout à coup avec un collègue de travail, ça me paraît un peu compliqué à avaler. Le précédent épisode, je le disais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il renouait un petit peu avec cette veine un petit peu plus bis de la saga Halloween. Là, carrément, parce qu'on reprend carrément des pans entiers de Halloween 4 et 5 notamment, avec l'ermite qui recueille plus ou moins Michael Myers. Alors là, c'est pas vraiment un ermite qui le recueille, mais on sent qu'il a été un peu accompagné quand même. Il vit comme un clodo depuis plusieurs années, comme dans Halloween 5. Et puis, il a cette espèce de lien presque télépathique finalement avec Cory, qui ressemble un petit peu au lien qu'il pouvait avoir avec le personnage de la petite Jamie dans l'épisode 4-5. Et du coup, bah ça c'est pareil, j'ai du mal à comprendre le fait de rebooter en partie, enfin faire un requel de la saga Halloween pour coller au premier épisode en n'assumant plus toutes les dérives de la saga, pour finalement faire une sorte de best-of à la fin. J'ai du mal à cerner. Mais voilà, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ces règles qu'a fixé David Gordon Green à sa reprise de la saga. J'ai pas l'impression qu'on allait vers quelque chose de semi-fantastique, parce que là on est quasiment dans du semi-fantastique, même des moments je trouve. Cette histoire de regard qui porte le mal et qu'on arrive à percevoir comme ça d'un coup d'œil. Les disparitions de Cory, qui sont quasi de l'ordre de la téléportation. Tout ça, c'est des effets de mise en scène, je le comprends bien, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'effet, enfin qu'il n'y avait pas de fantastique directement dans le film. Mais en tout cas, la mise en scène joue un petit peu sur ce terrain-là, et c'est un peu moche en fait, ça ne colle pas vraiment avec les règles préétablies par le cinéaste. Donc là aussi, oui, non, c'est pas terrible. Toujours sur Michael Myers, moi ce qui m'a fait, pas de la peine, parce que ça serait un peu gros, mais en tout cas, ce qui m'a fait un peu halluciner en voyant le film, c'est de le voir être quasi à genoux devant un adolescent. Bon, je comprends qu'il est plus en forme, il s'est pris des coups de fourche, de couteaux, de balles, et du feu 4 ans avant, mais quand même, et puis... voilà, le voir vraiment presque interagir, avoir une relation sociale tout simplement avec un autre être humain, c'est aux antipodes en fait de ce qu'on nous a présenté dans le précédent volet, où d'un coup Michael Myers était presque plus fort que
qu'un dieu, voilà, c'était une sorte de dieu de la violence et du sang. Là, tout à coup, il retrouve son statut d'homme, en fait, tout simplement. Et bah, c'est un peu violent de passer de l'un à l'autre sans forcément de raison. On a, je pense, gagné à ce que Michael Myers ait toujours cette aura pour arriver à la conclusion, pour quelque chose qui... Parce que justement, on arrive sur ce dernier tiers du film, ce dernier quart même d'ailleurs du film, avec l'affrontement entre Laurie et Michael. Et on sait qu'on a affaire à un Michael qui est diminué, donc l'issue du combat ne fait pas grand doute, a priori. Donc le stress en est complètement amoindri. En fait, globalement, c'est peut-être l'un des seuls Halloween où je n'ai pas eu peur du tout de Michael Myers, alors que même dans certains des pires films de la franchise, comme Halloween 4 ou 5, qui sont pas parmi les pires, mais en tout cas qui sont pas parmi les meilleurs non plus, il pouvait y avoir des scènes où Michael Myers était encore effrayant. Là, à aucun moment il me fait peur, que ce soit quand on le redécouvre dans le film, ou même à la fin quand il poursuit Laurie. Bah... Non, ça fonctionne plus en fait. Là, tel que l'a présenté David Gordon Green, ça annihile complètement toute forme d'épouvante autour du personnage. Donc voilà, globalement, voilà, c'est à peu près tout en fait finalement ce que je vais pouvoir dire sur en spoiler finalement, parce que si à la fin évidemment donc Michael Myers finit enfin mort et il est porté par toute la ville d'Haddonfield vers une espèce de broyeur tout droit sorti de Fargo pour finir en steak haché tout simplement. Donc c'est une manière de se dire au regard de ce que la saga a pu faire comme résurrection au final du personnage, genre la tête coupée dans le 7ème, voilà, etc. Bon, c'est une manière de dire, bon, cette fois, à part si ça se barre vraiment dans le fantastique, a priori il reviendra probablement pas dans cette timeline. Alors on n'est pas dupe, évidemment, il y aura un reboot ou un remake, enfin voilà, tout ce qu'on veut autour du personnage, et puis la saga Halloween poursuivra d'une certaine manière. Est-ce qu'ils s'appuieront sur les films de David Gordon Green pour faire un nouveau personnage masqué pour terroriser Haddonfield? Potentiellement, le film, on a l'impression qu'il pourrait laisser cette porte ouverte sur le fait que le mal gangrène finalement la population, et puis ça pourrait tout à fait repartir. Mais non, j'ai plutôt l'impression qu'ils vont vraiment laisser les clés à une nouvelle génération de cinéastes qui vont faire autre chose. Peut-être quelque chose de mieux, ça serait souhaitable. J'ai bien aimé le clin d'œil à The Thing de John Carpenter qu'on voit au début du film, pour un hommage un petit peu au premier Halloween, où les personnages regardaient le film original The Thing, dont le film de John Carpenter est un remake. Voilà, la boucle est un peu bouclée. Donc voilà, c'était mon avis sur Halloween Ends. Honnêtement, je me suis un petit peu forcé pour faire la critique, parce que c'était pas forcément très engageant. Je l'aurais fait avec plaisir si le film m'avait plu, mais là, en dire du mal, ça me fait un peu chier, parce que c'est un personnage, Michael Myers, que vous savez que j'aime bien maintenant. Et du coup, revoir la saga tomber dans certains travers, ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, comme j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet, je m'étais dit que c'était bien de conclure aussi avec mes critiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui me sont passées à côté, ou si j'ai eu tort sur certains points, mais en tout cas voilà, j'ai pas passé un super moment au cinéma. C'était même plutôt laborieux, ça faisait même longtemps que j'étais pas sorti de la salle avec des commentaires aussi négatifs de la part du public. Donc ça fait un peu mal, honnêtement ça fait un peu mal. Mais voilà, vous pourrez me retrouver aussi demain dans la vidéo de mon pote Les Chroniques du Cinéphile, avec qui on a fait aussi la chronique de Kills, et donc là on s'est retrouvé pour faire celle de Halloween Ends, et c'était l'occasion d'avoir un débat, parce que vous le verrez, lui a plutôt défendu le film,
là où moi je défendais Kills, et lui était plutôt insatisfait. Mais c'est intéressant d'avoir cet échange aussi sur ce film, comme quoi tout n'est peut-être pas à jeter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa page pour voir cet échange. Un point que j'ai oublié sur lequel je reviens, c'est la musique, qui est toujours très bien menée par Cody Carpenter et John Carpenter, donc père et fils, qui font un super travail, parce qu'honnêtement, le film, l'ambiance du film en tout cas, est garantie à 80% grâce à cette musique, je trouve en tout cas, et elle apporte énormément. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de vous taper le film, allez sur Spotify ou Deezer, ou acheter la BO en physique, pour vous écouter tout ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc on se retrouve très bientôt, parce que là pour le coup ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'en avais fait une pour Athéna, mais c'était pas très régulier depuis quelques semaines. On va se retrouver pour une vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, la série Amazon, qui se termine ce vendredi. Et donc voilà, il y a quelques séries dont j'aurais aimé vous parler aussi, mais c'est un peu compliqué de trouver le temps de faire les vidéos. J'aurais aimé faire une vidéo sur Dahmer, la série Dahmer. Bon, voilà, le truc est un peu passé maintenant, donc je vais peut-être pas prendre le temps de le faire. Et j'aimerais, et peut-être que je vais avoir le temps de le faire ou pas, on verra demain, faire une vidéo sur la série The Bear, qui est vraiment une très très bonne série que vous pouvez retrouver sur Disney+, qui se visionne très très vite. C'est 8 épisodes de 20 minutes à peu près. Le dernier épisode est un peu plus long. Mais c'est vraiment une merveille d'écriture et d'interprétation. Donc je vous conseille vivement d'aller le voir. J'y suis allé sans attente, je connaissais pratiquement aucun acteur du casting, aucun créateur de la série, et j'y ai passé un excellent moment. Donc je vous encourage à aller faire un tour sur Disney+, dans la section Star, pour découvrir cette série. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et on se retrouve très bientôt. Ciao!